revient maintenant sur la politique américaine. Luc Laliberté, analyste en politique américaine, professeur au Collège FX Garneau. Bonjour. Bonjour, les Amélie. On va commencer par Donald Trump maintenant. Ouais. Encore une fois, on parle de nouvelles accusations de racisme. Oui, voilà, il s'en est pris à un adversaire politique, Elijah Cummings, qui, il faut le souligner, est un élu noir, un Afro-Américain. Il a déploré finalement l'opposition à une de ses nominations de M. Cummings et il a dit pourquoi ne devrait-il pas, lui, s'inquiéter plutôt de sa circonscription électorale, là où il travaille, et s'occuper de ce qui est ni plus ni moins qu'un trou à rats. Les propos ont été très durs et la circonscription en question est dominée par la population afro-américaine. On sait que ça se trouve dans la ville de Baltimore, que Baltimore est aux prises avec un certain nombre de problèmes. Ça a défrayé la manchette dans les dernières années. Si on peut tenter de trouver une logique à ça, c'est que M. Trump joue carrément cette carte qui est une carte très, très difficile à jouer, qui est une carte qui ne montre pas le visage le plus glorieux des États-Unis. Il joue carrément sur la question raciale pour satisfaire sa base ou à tout le moins pour la maintenir. Ce que M. Trump semble oublier dans sa stratégie, c'est que cette fameuse base électorale à elle seule ne lui permettra pas de l'emporter en 2020. Alors non seulement peut-on déplorer que le président des États-Unis critique ouvertement un élu qui a une longue feuille de route, qui a travaillé de façon satisfaisante pour sa circonscription, mais il attaque une fois de plus la communauté noire de front. Et il divise ainsi les États-Unis. Donc, on peut tenter d'y trouver une stratégie politique. Reste que c'est ce qu'il y a probablement de plus laid dans le visage américain qu'on est en mesure de faire ressortir en raison de ces gazouillis répétés de M. Trump. Oui, absolument. Il y a eu des réactions, quand même beaucoup de réactions, notamment, je pense à Joe Biden. Ouais. Oui, puis M. Biden, écoutez, M. Biden est très en avance actuellement dans les sondages quand il est confronté directement à M. Trump. Et M. Trump fait le jeu de Joe Biden quand il fait ça. Je m'explique. Pas dans certaines circonscriptions, bien sûr, où M. Trump est très fort. Toujours dans ce qui, parce qu'on est en campagne électorale déjà, qu'on le veuille ou pas, dans ce qu'on va appeler les États pivots, ou les États que M. Trump a réussi à subtiliser aux démocrates la dernière fois. Ce genre de propos-là peut faire la différence et c'est le genre d'État où Joe Biden est également suscite plus d'enthousiasme. Alors, M. Trump, il a probablement d'autres cartes dans sa manche, mais celle-là, je pense qu'elle peut carrément lui coûter la victoire. Autre sujet qui a évolué, en tout cas cette semaine, c'est la construction du fameux mur là, que l'administration veut ériger à la frontière sud avec le Mexique. Est-ce que là, on vient de donner un chèque en blanc finalement au président? Pas encore. Ce qu'on lui permet de faire, et il faudra voir parce que la bataille juridique n'est pas terminée. Ce que la Cour suprême a fait dans une décision à 5 contre 4, c'est de dire, nous, on croit qu'on doit aller de l'avant avec, finalement, ce que M. Trump souhaitait faire, aller chercher dans le budget de l'armée les milliards nécessaires. Grosso modo, ce qu'on ne dit pas, c'est que le Congrès lui a refusé. Donc, il a le droit d'aller piéger dans le budget de l'armée pour continuer ou poursuivre la construction de son mur. Donc, on verra. Sur le fond, les questions n'ont pas toutes été entendues. Il reste toujours des reports. Mais M. Trump peut carrément, en attendant, et c'est ce qu'il s'est empressé de faire, crier victoire. On peut être pour ou contre le projet. M. Trump a maintenant les mains libres, à tout le moins, pour le poursuivre. Oui, parce que les réactions vraiment du côté des démocrates, là, je pense qu'on était découragés, puis on s'est dit qu'on n'allait pas baisser les bras, là. Non, et si on oublie même un instant la lutte entre démocrates et républicains actuellement et l'opposition à Donald Trump, c'est que cette décision-là, elle interfère avec ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Ce sont les élus du Congrès, particulièrement la Chambre des représentants, qui décident des allocations. Où doit-on envoyer l'argent? Et une fois que les élus se sont prononcés, normalement, le président fonctionne avec ça. Alors, ce que la Cour suprême a permis cette semaine, mine de rien, c'est au président, le pouvoir exécutif, de jouer avec des allocations votées par le pouvoir législatif. Et ça va bien au-delà de Donald Trump, que ce soit dans 1 an et demi ou dans 5 ans et demi, M. Trump, un jour, va partir. Mais cette décision-là, elle, est majeure et elle va faire les manchettes encore longtemps. Et on parle de plusieurs milliards de dollars. Voilà. Quand même. Oui. Luc, il y a un autre dossier, évidemment. C'était attendu, l'audition de Robert Mueller un peu plus tôt cette semaine. Finalement, ça a presque fait poète-poète. Les démocrates qui sont repartis extrêmement déçus, quoique le président, lui, jubile.
Oui, ça n'a pas été le résultat escompté pour les démocrates. C'est-à-dire qu'on avait deux objectifs quand on fait ça. Les meneurs, à tout le moins, les dirigeants, la Chambre des représentants, puis les présidents des différentes commissions. On voulait jouer peut-être sur la pression à mettre sur la leader démocrate Nancy Pelosi pour qu'elle autorise, qu'elle mette tout son poids dans la balance pour enclencher une procédure de destitution. Et M. Mueller n'a pas dit grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà. Donc, le punch ou l'effet majeur qu'on souhaitait, ce n'est pas là. Et l'autre objectif des démocrates dans ce dossier-là, c'était de faire évoluer les perceptions. C'est-à-dire que c'est de maintenir la pression contre M. Trump, d'aller chercher les électeurs qui sont un peu mous, indécis ou qui ont risqué le tout pour le tout avec M. Trump et qui seraient déçus. Donc, on voulait influencer sur les perceptions, continuer à traîner M. Trump dans cette eau-là qui est un peu boueuse. Et même ça, on a l'impression que la pâte n'a pas levé. Donc, dans les deux cas, je dirais que les objectifs ne sont pas atteints. Et pour tous ceux qui espéraient une procédure de destitution, il n'y a rien de nouveau pour nourrir la passion, disons, ou pour favoriser une intervention de Mme Pelosi dans ce dossier-là. Autre dossier, maintenant Oui. le quatrième. Il s'en passe des choses aux États-Unis. Là, vraiment, le président qui s'en est pris en quelque sorte aux Français, au président Emmanuel Macron notamment, a répliqué qu'il voulait taxer les vins français. Si tu me permets, Luc, on va tout de suite écouter une réaction de Donald Trump. I've always liked American wines better than French wines, even though I don't drink wine. I just like the way they look, okay? But the American wines are great. American wines are great. Quand même, des propos discutables pour un président américain. Il est impayable. Je ris à défaut de ne pas vouloir pleurer en ondes, mais ouais. Quand il parle de ça, tout le monde sait que M. Trump ne prend pas une goutte d'alcool. Ça fait bien longtemps que cette nouvelle-là circule, que c'est connu dans tous les milieux. Donc, il aime mieux l'apparence des vins américains. Alors, on verra avec Phil Lapéry, qui est notre expert maison ici, LCN et TVA, si Phil partage cet avis-là. Mais effectivement, il y a derrière ça un bras de fer qui est de plus en plus intense. Non seulement M. Trump a eu maille à partir avec l'ensemble de la communauté européenne dans ses différentes décisions, mais on le voit réagir de manière un peu plus frontale avec le président Macron aussi. Alors, cette fois-là, il réagissait au fait que la France va taxer maintenant les géants du numérique, les Google, les Amazon, etc. Donc, M. Trump réagissait, lui a dit, OK, nous, c'est le vin français qu'on va punir. Mais au passage, il a traité M. Macron de stupide et il a ajouté à ça sa préférence pour, répétons-le, l'apparence des vins américains. Ben oui. En tout cas, ça promet pour le G7, prochain sommet du G7 où ils vont tous être réunis. Oh là là, bien merci beaucoup, Luc. On se retrouve la semaine prochaine. Une bonne semaine, les Américains. Bonne semaine.